Salut bande de trilobites, encore une fois on va parler d'un terrible prédateur préat. Bon non, vous l'avez vu, on va parler chèvres. Alors là vous vous dites une chèvre, bah ça va pas être très intéressant, ça va être banal, sauf que honnêtement si vous connaissez pas déjà la bestiole, je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que niveau improbabilité, on est pas mal. Mais comme d'hab, avant de parler de la bestiole en elle-même, on va devoir aborder 2-3 petits trucs vite fait. Première chose, l'évolution insulaire. Alors, pour le simplifier à l'extrême, c'est le fait que des organismes, que ce soit animaux ou végétaux, vont évoluer d'une façon particulière sur une île, puisqu'ils seront isolés du reste du monde en gros. Insulaire égale île. L'absence de prédateurs ou la quantité de nourriture disponible peut pousser certaines espèces vers le nanisme insulaire ou le gigantisme insulaire. Nanisme, comme son nom l'indique, c'est une espèce qui au fil des millénaires va survivre en réduisant sa taille progressivement, parce que tout simplement en étant moins gros et grands, ils auront moins besoin de nourriture. En exemple de nanisme insulaire, on peut penser au Paléoloxodon falconeri ou Elephas falconeri, ou plus vulgairement éléphant nain, puisqu'adulte il dépassait à peine le mètre de haut. Alors oui, c'est mignon, on est d'accord et c'est lié au fait qu'il vivait sur certaines petites îles méditerranéennes comme Malte, la Sicile ou la Crète. On peut aussi penser au Brookesia micra, le plus petit caméléon du monde qui vit sur une petite partie de l'île de Madagascar. Le gigantisme insulaire, c'est le même phénomène mais qui affecte des espèces petites sur un continent, mais qui sur une île atteindront des tailles plus grandes, comme par exemple le Nuragalus rex, un lapin géant qui vivait aussi sur les îles de la Méditerranée, et dont j'ai déjà parlé dans une vieille vidéo très moche. Sinon on a aussi le très célèbre dodo qui en l'absence de prédateurs est devenu plus gros et incapable de voler, ou même l'Hypnomis, appelé aussi loir géant parce que s'il n'a pas l'air spécialement grand comme ça, eh bien on voit qu'il l'est beaucoup plus que son homologue du continent, et qui vivait au même endroit et au même moment que l'animal dont je vais vous parler dans cette vidéo. Ce qui est parfait pour illustrer le gigantisme et le nanisme insulaire au même endroit. Phénomène dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais vous l'avez remarqué, ça m'intéresse pas mal, puisque en général, qui dit rester isolé sur une île assez longtemps, donne des cas très spéciaux. Et d'ailleurs, comme la plupart des exemples que j'ai donnés juste avant, la bestiole d'aujourd'hui vivait aussi sur des îles méditerranéennes. Oui, parce qu'avant d'être des paradis pour touristes, eh bien c'était de vraies réserves à bestioles improbables. Et encore avant ça, bah la mer Méditerranée n'était qu'un immense désert de sel. Et encore avant ça, bah c'était une mer intérieure. Si vous voulez en savoir plus, je mets en lien la vidéo d'Itilis qui vous l'expliquera avec de jolies animations. Et même si vous voulez un peu plus en savoir sur la formation de cette mer, je vous conseille aussi les vidéos de Simplex Paléo sur le sujet. Bref, c'est sur l'une de ces îles qu'en 1909, une paléontologue britannique du genre badass a découvert les restes de notre chère chèvre dont je vais vous parler aujourd'hui. Chère chèvre, c'est pas facile à dire. La Myotragus balearicus, ce qui voudrait dire en gros Myo, tragus, souris et chèvre, et Balearicus, bah par rapport à là où elle a été découverte, c'est-à-dire dans les îles Baléares au large des côtes espagnoles. Donc la souris-chèvre des Baléares. Vous verrez plus tard pourquoi, parce que je pense avoir trouvé l'origine de son nom. Mais avant de parler d'elle, j'aimerais bien vous parler vite fait de la personne à l'origine de cette découverte, cette fameuse paléontologue badass. Dorothy Batt, une paléontologue britannique décédée en 1951. De son vivant, elle était l'une des pionnières niveau paléontologie et archéozoologie. Et elle sera à l'origine de pas mal de descriptions d'animaux ayant vécu durant le Pléistocène, et même pas mal d'animaux géants ou nains dont il est question dans cette vidéo. Alors pourquoi j'ai dit qu'elle était badass? Eh bah déjà c'est parce qu'elle était autodidacte, c'est-à-dire qu'elle a tout appris toute seule, mais surtout, je cite, la même année, 1901, elle se rend à Chypre pour un séjour de 18 mois assez frais, à la recherche d'os. Là elle trouve 12 nouveaux gisements dans des grottes à ossements, parmi eux des os de Hippopotamus minor, c'est un hippopotame nain. L'accès à certaines grottes pouvait être problématique, elle a gravi des montagnes et des falaises. Pour les grottes dont l'accès était trop risqué par l'escalade, elle passait par la mer, sautait et nageait tout habillée jusqu'à la grotte sur une centaine de mètres. Oui, alors ça va en fait, je fais ça sans problème. Ces journées étaient chargées, elles s'organisaient de la façon suivante. 4 à 5 heures de trajet pour arriver au site de fouille, puis 3 ou 4 heures à creuser, et les 4 à 5 heures de trajet retour. Elle dort dans des chambres sans chauffage et confort et attrape la malaria. Elle ne restera que quelques jours au lit et repartira fouiller malgré la fièvre. Voilà. Moi, comme tous les mecs, dès que j'ai un rhume, j'ai l'impression que je vais mourir. Bon, maintenant qu'on a parlé de la découvreuse, on va parler de sa découverte. Enfin, de l'une de ses découvertes en tout cas. Donc, Myotragus balearicus est unique sur pas mal de points. Même si à première vue comme ça, on dirait pas, on est d'accord. On l'appelle aussi communément la chèvre des cavernes. Alors oui, vous connaissiez peut-être l'ours des cavernes, le lion des cavernes, la hyène des cavernes, et bien maintenant vous connaissez le pire, la chèvre des cavernes.
Pourquoi ce nom? Bah je suppose parce que c'est un animal disparu et qu'on a découvert de ses restes dans des cavernes. D'ailleurs on reviendra là-dessus. Alors notre chef des cavernes fait partie de la grande famille des Bovidae, donc des bovins. Mais plus précisément de la sous-famille des Caprinae. Et là ça nous aide plus puisqu'il s'agit du groupe où on trouve les chèvres, moutons et les chamois. D'ailleurs elle serait plus proche des moutons que des chèvres. Mais attention, parce que si maintenant quand on pense aux moutons on pense à ça, bah à l'état sauvage c'est pas ça bien entendu. Ça c'est plutôt les effets de la domestication de l'humain. Et d'ailleurs je reviendrai peut-être un jour sur la domestication parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi, que c'est bien plus passionnant qu'on pourrait le croire, et puis ça serait aussi l'occasion de retourner dans un parc animalier pour tourner directement en contact avec des chèvres, ça serait pas mal parce que j'aime les chèvres. Ouais, là c'est bizarre. Bref, moutons sauvages, pensez plutôt aux mouflons, qui sont un petit peu les chèvres et moutons avant qu'on ne les domestique. Ou même au Caprinae le plus proche de notre Myotragus encore vivant, le Budorcas taxicolor, aussi connu sous le nom de taquin. Que j'aime bien aussi déjà pour son nom, le taquin, mais aussi parce que je trouve qu'il a une bonne tête. Alors un taquin, c'est ça là derrière, vous voyez? Non, vous les voyez pas? Bah moi non plus. Allez, salut! Bon bah maintenant que j'ai bien digressé, on va peut-être revenir au sujet de la vidéo. Donc c'est parti pour voir exactement ce qu'on a retrouvé de notre chèvre et voir en quoi elle est si bizarre. Ah oui, et par contre, comme il y a vraiment très peu d'illustrations, je vais devoir utiliser les mêmes assez souvent, désolé. Alors, première chose, sa tête. Si vous êtes un petit peu observateur, vous remarquez un truc. Alors oui, déjà elle a de plus petites cornes, c'est vrai, même si on ne connaît pas vraiment la taille réelle, puisque ce qu'on voit c'est de l'os, mais que de son vivant, les cornes étaient recouvertes d'une couche de kératine comme on le voit sur des crânes plus récents. Mais néanmoins, cette petite taille de cornes indique que les mâles Myotragus ne devaient pas être de grands guerriers et ne devaient pas vivre en harem contrairement à d'autres bovins, qui eux sont très territoriaux et dont les cornes ne servent pas que de décoration. Ouf, ça doit faire mal. D'ailleurs, pas de dimorphisme sexuel chez la Myotragus puisque les mâles et les femelles avaient des petites cornes. Ah, d'ailleurs, attention, ça fait beaucoup de crânes de chef d'un coup là, mais j'essaye d'invoquer personne, ok? Ouais, t'inquiète ma gueule. Bon, ok, maintenant que c'est réglé, on peut passer à la suite. Donc si vous avez remarqué aussi, et sans doute le truc le plus voyant quand on fait de l'anatomie comparée, bah attendez, d'ailleurs je vais essayer de vous montrer ce qu'il faut voir. Regardez bien l'emplacement des yeux sur les différents animaux qui sont en train de défiler. Et si je les mets tous de face, c'est pas pour rien, attention. Oh le dig-dig, pardon, bah remarque, il est beaucoup moins mignon sans la peau, hein. Alors j'ai mis que des mammifères, parce que je trouve que c'est là que ça se voit le mieux. Donc maintenant je vous remets le crâne de notre chèvre bizarre. Bon alors déjà depuis tout à l'heure je suis en train de me dire qu'on dirait vachement la tête d'Osselet, mais c'est pas le sujet. Maintenant je la mets à côté de crânes d'autres animaux, et là normalement vous devriez voir où je veux en venir. Alors ça veut pas dire que la Myotragus était un primate ou un prédateur, hein, loin de là, très loin même, mais que tout simplement, qu'elle avait les yeux non pas sur le côté comme la plupart des autres herbivores, mais devant, comme nous, les autres primates et pas mal de prédateurs. Et pourquoi ça? Eh ben pour simplifier, en fait, les yeux sur les côtés, ça te permet d'avoir un plus grand angle de vision. C'est pour ça que pas mal d'animaux herbivores vivant dans des plaines par exemple ont ça. En ayant un grand angle de vision, bah tu vois plus facilement les prédateurs arriver et tu peux plus facilement fuir à temps. C'est aussi pour ça qu'ils ont souvent la pupille à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, toujours dans le but d'améliorer la vision latérale. Comme on peut le voir bah, sur les chèvres domestiques qui ont gardé cette caractéristique, ou les équidés comme les chevaux, les chèvres, ou même sur le dig-dig. Oh, il est si mignon. Alors que les prédateurs ou les animaux vivant dans des environnements ouverts auront plus tendance à avoir les yeux vers l'avant, ce qu'on appelle une vision stéréoscopique. Donc un champ de vision réduit, ok, mais par contre ça permet d'une meilleure estimation des distances, ce qui est pratique pour par exemple préparer une embuscade ou pas se prendre la première branche qu'on croise. Bon bien sûr il y a plein de contre-exemples, hein, mais c'est simplifié à l'extrême, mais c'est vrai que comparé à d'autres animaux on a un champ de vision vraiment pas terrible. Hein. Ce qui fait que oui, on aurait de grandes chances de se faire bouffer par un prédateur. Mais pourtant, notre Myotragus n'était pas un prédateur. Oui, c'est vrai. Mais encore mieux, elle n'avait aucun prédateur sur son île, à part peut-être quelques rapaces de temps en temps. En gros, pas besoin de surveiller les alentours, donc plus besoin d'avoir les yeux sur les côtés. Et donc, avec le temps, le crâne a commencé à se modifier au fil des générations. Ce qui devait lui donner un air vraiment étrange, hein, puisqu'il faut imaginer une chèvre avec un regard proche d'une autre, quoi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je trouve pas beaucoup de représentations, parce que c'est plutôt difficile à imaginer. Autre petit point qui ne se voit pas spécialement sur d'autres animaux de sa catégorie, si vous regardez bien sur sa mâchoire inférieure par rapport à un mouton domestique par exemple, on voit d'énormes dents plates qui partent en avant et qui ressemblent vachement du coup à ce qu'on pourrait retrouver chez un rongeur. Sauf que là c'est seulement sur la mâchoire du bas, ce qui encore une fois renforce l'aspect étrange qu'elle devait avoir de son vivant. Et du coup, en écrivant ça, je me suis dit, c'est peut-être pour ça qu'on l'appelait la chèvre-souris, hein, parce que par rapport à ces dents de rongeur là. Alors j'ai rien trouvé dessus, c'est mon hypothèse, mais ça me paraît plutôt crédible. Donc, elle avait le regard vers l'avant, des yeux de rongeur, ce qui donne un animal plutôt chelou, mais c'est pas fini.
Autre conséquence d'une vie sans prédateur, même si ça se voit pas à première vue, mais elle est plutôt trapue. Alors déjà, nanisme insulaire oblige, elle mesurait à peu près 50 cm de haut à l'épaule, ce qui est quand même moitié moins grand que nos moutons domestiques, et encore moins grand que les animaux dont elle descend. Et on estime son poids à maximum 15 kg une fois adulte, donc c'est vraiment un mini modèle. Et c'est vrai qu'imaginer une mini chèvre de cette taille, ça doit être mignon, mais toujours moins mignon qu'un dig-dig. Bon ok, j'arrête avec ça. Et en plus d'être petites, elles avaient des pattes courtes et ne devaient pas être spécialement agiles. Mais bon, toujours pareil, pourquoi être agile dans un environnement sans prédateur? Et toujours dans l'optique de réduire ses besoins énergétiques, on s'est rendu compte que son cerveau était plus petit que les autres ongulés. Et oui, un gros cerveau, ça demande pas mal de ressources, chose à éviter sur une île rocailleuse avec de la nourriture en quantité limitée. C'est peut-être pour ça que j'ai pas souvent faim. Et on va finir par le point le plus étonnant, le point qui fait que depuis que je connais l'existence de cet animal, je veux en parler, le point que je voulais mettre en titre de la vidéo, mais je voulais pas spoiler non plus. Donc cet animal, cette chèvre, ce mammifère, était à sang froid. C'est pas une blague, c'est très sérieux, on a affaire là, à ma connaissance, au seul mammifère à sang-froid du monde. Et je vais tout de suite arrêter d'utiliser l'expression sang-froid, puisque ça peut induire en erreur. Les animaux à sang-froid n'ont pas véritablement le sang-froid, mais plutôt une température qui varie suivant l'environnement. Donc on va plutôt parler d'animaux ectothermes, comme nos crocodiles modernes par exemple. Et je dis bien crocodile moderne, attention. Et ça tombe bien que je parle de crocodile puisque c'est grâce à eux qu'on a pu découvrir ce métabolisme très particulier pour un mammifère. Encore une fois, on va simplifier, mais disons qu'on peut reconnaître un animal à sang-froid parce que ça se voit sur ses os. Un peu comme quand on coupe un arbre, on peut voir des cernes ou des rayons grâce auxquels on peut savoir son âge. Eh bien, pour les crocodiles, c'est pareil, leurs os ont aussi des rayons qui indiquent des poussées de croissance de l'animal. Anneaux de croissance qu'on ne voit pas chez les animaux dits à sang chaud, puisqu'ils grandissent de manière uniforme sans connaître de variation. Et vous l'aurez deviné, après analyse, eh bien les os de Myotragus ont aussi ces fameuses cernes. Une analyse récente d'ailleurs, puisqu'elle date seulement de 2009. C'est sans doute pour ça qu'on ne voit pas encore grand chose sur ce cas si particulier. Bon, maintenant qu'on sait ça, on va se pencher sur le pourquoi ce métabolisme si particulier, plutôt que d'être resté à sang chaud. Encore une fois, en version simplifiée, ça donne que sang chaud endotherme égale avantage parce que ça permet d'être actif tout le temps contrairement à sang froid ectotherme, où l'animal va d'abord devoir se réchauffer avant de pouvoir être pleinement actif. C'est pourquoi on voit souvent les reptiles modernes se prélasser au soleil. En gros, ils rechargent leur batterie. Alors c'est cool d'avoir le sang chaud, oui, sauf qu'en contrepartie, il faut alimenter la chaudière qui nous chauffe sans arrêt. Et pour ça, il faut manger beaucoup. Comme si on voulait qu'une cheminée ne s'éteigne pas, il faudrait constamment lui apporter des bûches. Eh bien nous et les autres ectothermes, il faut qu'on mange très souvent. Contrairement à un crocodile par exemple qui lui peut rester 2 ans sans bouffer. Et du coup vous comprenez aussi pourquoi avoir ce métabolisme sur une île où les ressources sont pauvres est un avantage. Ce qui fait que comme nos crocodiles, elle devait se réchauffer au soleil au petit matin avant de pouvoir faire sa vie. Ce qui est loin d'être un problème sur une île méditerranéenne où les températures descendent rarement très bas. Alors après, pourquoi elle a évolué de cette façon-là, d'autres animaux non, aucune idée. Et attention, comme toujours, l'évolution ça ne marche pas en 2 ou 3 jours, ou même quelques années. Puisque là on retrouve les premiers restes fossiles de Myotragus datant d'il y a 5,2 millions d'années. Et à l'époque elle n'avait pas encore toutes les caractéristiques que je vous ai décrites. C'est arrivé après des millénaires. Ce qui me fait me dire que j'aimerais bien voyager dans le temps et voir ce que va donner le troupeau de moutons coincé depuis le 19e siècle sur une petite île écossaise, qui en seulement 200 ans ont réussi à devenir les seuls moutons du monde à pouvoir se nourrir exclusivement d'algues. Tellement qu'ils sont maintenus sur les bords de l'île grâce à des murets en pierre, auquel cas ils pourraient s'empoisonner en remangeant de l'herbe. Encore un cas très intéressant d'évolution insulaire, et récent celui-là, mais par contre je ne pense pas que ces moutons vont passer du côté sang-froid de la force, parce que entre l'Écosse et l'Espagne, c'est pas trop le même climat. Bon, il est temps d'aborder le dernier point, puisque si notre Myotragus est dans un Jurassic Truc et non pas dans Terra Fauna, c'est bien parce qu'elle n'existe plus. Et déjà, vu son aspect, même si c'est juste le squelette, vous vous doutez bien aussi que c'est un animal récent. Puisque si elle est apparue il y a plus de 5 millions d'années, elle a disparu il y a seulement 3000 ans. Et 3000 ans à l'échelle géologique, c'est rien du tout. Et pour la cause de son extinction, certaines hypothèses parlent d'un changement climatique, mais une autre parle d'une autre cause. Il y a 3000 ans, en Europe, il y avait déjà un mammifère qui s'était déjà bien implanté un peu partout, et qui a pu débarquer sur ces îles aussi isolées soient-elles. Et oui, même si à cette période on était déjà dans une vraie civilisation, ce n'est pas pour autant que certains ne continuaient pas à vivre dans des grottes. Ces mêmes grottes ont été retrouvées des restes de Myotragus, et parfois des restes avec des traces de possible domestication, par les premiers humains étant arrivés sur place. Domestication ratée apparemment peut-être due au fait qu'elles étaient difficiles à faire se reproduire en captivité, et pas aussi rapidement que leurs cousines à sang chaud du continent. Alors j'ai lu que cette hypothèse ne faisait pas vraiment l'unanimité, mais j'ai aussi lu que pas mal d'animaux endémiques de ces îles, comme le loir géant dont j'ai parlé juste au début, ont commencé à disparaître aussi au même moment. Et vous me connaissez, quand il y a des animaux qui commencent à disparaître au même moment où des humains débarquent, coïncidence, je ne crois pas.
Donc pour résumer, on a là une chèvre, mouton, mouflon comme vous voulez, atteinte de nanisme insulaire puisque vivant sur des petites îles espagnoles, avec des petits yeux sur l'avant du crâne, un demi-cerveau, des dents de rongeur sur la mâchoire du bas et du sang-froid. Du coup vous comprenez mieux pourquoi je voulais absolument parler d'elle. Ce qui fait que quand la plupart des gens pensent à Ibiza, ils pensent à la fête et à la musique électro, eh bien moi je pense à une chèvre. Remarque, chèvre et musique électro, c'est pas incompatible. Eh, ils ont la classe, non? Pour ce qui est de la Myotragus, même si elle a disparu, elle apparaît quand même dans le jeu Final Fantasy XIV. Enfin, en tout cas, une créature du jeu semble en être inspirée en version bodybuildée un peu. Et c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé, hein. Ah si, elle apparaît aussi sur une bouteille de vin, du vin rouge espagnol, voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Bon, je crois que c'est là-dessus qu'on va finir, hein. Du vin rouge à un montage de chèvres qui dansent, ça me paraît pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des trucs. Moi je suis content, en tout cas c'est un animal dont je voulais parler depuis longtemps. En même temps, vous savez que j'aime bien les trucs improbables et pas très connus. Là avec elle j'étais servi. Merci encore une fois à Kaz pour les illustrations et merci à vous d'être toujours là malgré mes sujets de vidéos de plus en plus étranges, hein. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous attends dans les commentaires, donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, le partage si vous avez envie, hein. Soutien sur Tipeee, pareil si vous avez envie. Moi je vous dis du coup, à la prochaine, j'ai chaud.